Donc bonjour Véronique, bienvenue. Par ces temps difficiles d'actualité agricole qui continuent toujours, on est habitué à ça, à avoir des secousses en permanence, que ce soit le Mercosur ou autre chose. Donc moi, je m'efforce de faire passer aux élus et à toutes les associations qui veulent bien nous donner un coup de main pour essayer d'arrêter le massacre paysan, puisqu'on est passé de 7 millions de paysans après la guerre. Et là, je voyais qu'on est moins de 400 000 sans l'outre-mer. Donc, comme quand on a commencé les premiers combats ensemble, hein, il y a déjà longtemps, hein, 2009, des revenus à hauteur des coûts de production, des OP transversales avec gestion des volumes, hein, tu te rappelles Véronique, ce qu'on avait dit, et puis un modèle basé sur la coopération entre les États, il existe la charte de la Havane. On pourrait faire des rééquilibrages sectoriels puisqu'on est complètement déséquilibré. Tous les chefs d'État et de gouvernement, quels que soient les partis, ils signent les traités de libre-échange, le CETA, le TAFTA, et là, on voit encore un autre qui nous arrive sur la tête. Donc, à chaque coup, on recule, on recule, on recule, l'agriculture française. Et puis, ben, voilà, ton équipe, on voit Christian Convert qui se bat comme un diable avec l'abattage des animaux, on voit Sophie Lénartz, on voit Stéphane, mon voisin de la Vendée, Stéphane Charbonneau, et puis on a l'impression que le rouleau compresseur nous écrase. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Véronique? Eh bien, écoute, vu que tu parles de l'élevage, je regardais encore cette situation, mais tout élevage confondu, hein, qui se dégrade. On a tendance à dire que l'élevage bovin se porte bien, surtout en vif. Alors, c'est sûr, hein, le vif en bovin, ça a explosé entre les années 2000 et 2025. On est encore avec une balance positive d'1,7 milliard. Mais Oui, dans d'autres productions, on est aussi exportateur net en vif. Bon, en cochon, c'est plutôt un petit 100 millions. oui, Mais là aussi, c'est effacé par tout ce qui est importation de produits transformés. c'est ça. Donc moi, je me suis amusée à regarder le cumul, toute production animale confondue, donc bovin, porcin, enfin, toute production animale, et tu rajoutes la viande. Et là où jusqu'en 2002, l'un compensait l'autre, on avait une balance commerciale encore positive de 200 millions d'euros. Eh bien, aujourd'hui, non, on avait une balance positive de 1,5 milliard. Et aujourd'hui, la balance commerciale de la viande est tellement négative qu'elle est, qu'elle reste négative avec, après cumul avec le vif. Donc, autrement dit, quand tu additionnes la balance du vif et la balance des viandes, on perd depuis 2022, on perd plus de 200 millions d'euros. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on veut? Ah, On veut garder de la production et de la valeur, ou on ne veut plus ni de production ni créer de valeur parce que finalement, on a prévu de dépendre de toutes ces importations. oui, bien Et, sûr. et là où c'est un réel danger, c'est qu'aujourd'hui, installer des jeunes, mais avec une valeur de reprise qui est, euh, qui est revalorisée par rapport à la valeur des animaux, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, nos jeunes qui vont s'installer avec des prêts sur 9, 12 ans, Oui. voire plus pour les bâtiments, eh bien, on n'est pas sûr de leur garantir cet équilibre. Donc, Non, tu parlais de couvrir nos coûts de production, mais là encore, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, alors je suis désolée, je suis très chiffre, hein, un peu comme toi, mais relève légèrement ta caméra. Relève légèrement. Là, comme ça. Oui, voilà. Oui, au niveau chiffre, bah oui, on est un peu chiffre. Certains, Christian Convert m'a dit, vous balancez des chiffres. Bah oui. Bon. non, non, mais juste pour te dire quand même, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, la valeur de production France est passée de 80 milliards à presque 100 milliards, donc 20% de plus entre 2020 et 2022. Tout ça, c'était l'inflation post-Covid, c'était le début de la guerre en Ukraine, c'était Voilà. l'augmentation de nos charges et donc un peu l'augmentation de nos prix. Mais dès 2023, quand tu regardais l'IPAMPA, toutes nos charges,
eh bien, elles sont supérieures à l'IPAP, Bien au sûr, prix payé. bien Et sûr. c'est là que tu vois nos céréaliers. Oui, bien sûr, les céréaliers, pour cette année-là, eh bien, eux sont un indice 80. Hmm. 80 base 100, donc ils ne couvrent pas leurs coûts de production. Euh, c'est triste à dire, mais en fait, le combat reste par nos prix et, et l'organisation de nos productions. Donc, Ben tout oui, le parce que travail est à de toute façon, tu parlais de la viande bovine, mais regarde, tu fais du lait, mais tu prends la production laitière. Je dis souvent aux gens, parce que souvent les gens, ils balancent n'importe quoi. Faut qu'ils se mettent dans la tête, tu installes un jeune aujourd'hui, tu fais une structure, tu refais une structure neuve, tu demandes le prix d'un bâtiment neuf aujourd'hui pour 80, 100 vaches laitières, 60 vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, fais le prix d'une bergerie aujourd'hui. Tu vas même pas te tirer de salaire, tu peux même pas amortir le bâtiment. Tu t'es renseigné des prix? Alors justement, hein, déjà par rapport à 2000, entre 2000 et 2020, c'était x3, mais aujourd'hui, le prix d'il y a 15 ans, c'est x2. Voilà. Et hier, si tu vois avec des collègues en poules pondeuses, un bâtiment pour 18 000 poules à 1 million d'euros, eh bien, quand j'étais à la banque il y a 25 ans, tu mettais pour 1 million d'euros, tu finançais un bâtiment pour 60 000 poules. Ah oui. Donc, il faut quand même un prix des œufs au minimum fois 3 pour payer le bâtiment. Mais en plus, il faut aussi tenir compte de l'inflation de l'énergie. Donc, tout ça, c'est le combat qui doit être le nôtre pour justement installer des jeunes. Et la Commission européenne peut avoir cette volonté de passer de 12% de jeunes. Et je rappelle, hein, un jeune, pour la Commission européenne, il y a 5 ans, c'était les moins de 35 ans. Oui, Aujourd'hui, les jeunes, c'est les moins de 40 ans. on est Donc, on est à d'accord. 12%, ils voudraient passer à 24%. Et pour ça, ils voudraient prévoir dans la prochaine PAC qu'on puisse donner une DJA, notre fameuse dotation qui tourne autour de 30 000 euros suivant les départements et les régions. Donc là, c'est pas équitable non plus. Mais on pourrait la passer jusqu'à 300 000 euros par jeune. Est-ce que ça va être suffisant? Ben, c'est pas sûr, hein. Mais C'est non. pas sûr parce que les charges ont tellement augmenté. Et puis même si dans leur prévisionnel, on pourrait aider dans des investissements à hauteur de 85%, c'est qu'ils admettent déjà qu'on va être sous totale soumission. Tout à Ça fait. veut dire que ce n'est rien de bon pour nous autres déjà en place. Donc tout le monde sera perdant. Non, non, mais de toute façon, d'un point de vue géopolitique, ça continue, hein, que ça soit un camp ou un autre, quelles que soient les sensibilités politiques, tout le monde s'assoit sur l'agriculture. On le voit avec le Mercosur. On a vu tous les traités de libre-échange qu'il y a eu avant, hein. Ça avait commencé à fond avec le Commonwealth où on avait tué les producteurs de moutons dans les années 80 avec la Thatcher et Mitterrand. Il faut se rappeler quand même, hein, tous les massacres agricoles qu'il y a eu. Et là, s'il n'y a pas un autre modèle agricole, s'il n'y a pas un rééquilibrage, pourquoi ils ne font pas un rééquilibrage sectoriel? Regarde, là, ici, le Mercosur. Tu as plein d'entreprises, moi j'ai pris les 30 premières, Mercosur, côté européen. Tu as Heineken, tu as ArcelorMittal, tu as Bosch, tu as Renault, tu as Volkswagen. Tous ces gens-là, ils poussent à la roue, les chefs d'État, faut signer, faut signer, faut signer. Bon, eux, ils vont gagner de l'argent, tant mieux pour eux, ils vont faire du commerce. Pourquoi il n'y a pas un rééquilibrage sectoriel? Parce que là, nous, la PAC, nous faudrait 3 fois la PAC, là. Et je ne sais même pas si avec 3 fois la PAC, on pourrait installer En, des en trucs. fait, en fait, justement, c'est là que ça ne colle pas. On voit déjà la balance commerciale avec les pays du Mercosur, l'Union européenne, pays du Mercosur, qui varie pour les produits agricoles et agroalimentaires entre moins 20 et moins 25 milliards. Et on va encore s'enfoncer. Alors certes, tout le monde dit, oui, 99 000 tonnes de viande bovine, c'est pas beaucoup. 25 000 tonnes de porc, c'est pas beaucoup. Euh, mais Oui, c'est un finalement, pour cent. C'est un pour alors, cent de l'Europe, sauf c'est que c'est pas. c'est 1% de la consommation, C'est ça. certes, mais c'est surtout 50 à 70% de plus que ce qu'on importe déjà de ces pays du Mercosur. Exactement.
qu'aujourd'hui, ces volumes importés, 150 000 tonnes en viande bovine, 300 000 tonnes en viande de volaille, ces importations aujourd'hui sont taxées pour la viande bovine entre 40 et 50%, si bien que le prix entrée correspond à peu près au nôtre. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, si je regarde le Brésil, les trois quarts de la viande sont taxés, sont congelés. Et Congelé, ça, oui. c'est du bilan carbone. Ça, c'est une vraie catastrophe. Donc ça, on n'en parle pas. Donc, ce qu'il nous faudrait quand même, eh bien, ce sont des échanges bilatéraux avec des produits industriels contre produits industriels, mais pas mettre en monnaie d'échange notre agriculture. Ben non. Ben non. Donc, l'exception culturelle est bien née d'un moment où on était en train de négocier l'Uruguay Round et où l'État français a demandé l'exception et d'exclure la culture de ces accords de libre-échange. Oui, Eh bien, c'est le moment euh, d'exclure l'agriculture. tout à fait. Tout à fait. Soit tu fais de la coopération entre les États et les échanges qui sont faits bilatéraux, c'est du protectionnisme, hein, comme ont fait les Anglais quand ils étaient le premier empire économique, hein, ils faisaient du protectionnisme. Soit on fait du protectionnisme comme le font les Suisses, soit on fait l'exception culturelle, agricole, pardon, agriculturelle, sinon on peut pas y arriver. Mais tu sais, le Mercosur, là, quand tu regardes les balances et les chiffres, ça aurait été un autre chef d'État, tu peux changer Macron, hein, moi je défends pas Macron, mais tu peux mettre les opposants à sa place, il aurait signé quand même. Parce que le Mercosur, quand tu regardes, le gros du commerce, le numéro un, ils le font avec la Chine. Le numéro 2, c'est l'Europe. Mais Hein. si nous, on signe pas, tu es au courant qu'en embuscade, les États-Unis, ils sont là pour prendre les marchés. Donc, ils signent à tout prix, quitte à radier les paysans. En fait, ils disent bien, ce sont les intérêts économiques de grands groupes. Oui, bien sûr. Donc, ça veut bien dire qu'on passe au second rang. Sauf que croire qu'on est obligé de s'insérer entre les Brésiliens, les Chinois, les Américains, c'est une très mauvaise stratégie. Bien D'un sûr. point de vue géopolitique, les Brésils sont déjà alliés aux Russes et aux Chinois au travers des BRICS. Ils Évidemment. sont déjà en train de préparer leur monnaie unique. Oui, On l'a bien vu, le soja, euh, demain, on va rester dépendant de ces pays d'Amérique du Sud, mais si les Chinois ont une demande qui augmente parce que les Chinois décideraient d'augmenter leur production de viande bovine, par exemple, plutôt que de l'importer. Parce que je oui, te rappelle, les Chinois, aujourd'hui, chaque habitant, c'est en moyenne 7 kilos de consommés par habitant et par an. tout à Quand nous, fait. la France, on est au-delà de 20 kilos. Oui, Donc, ils vont développer cette consommation. bien Ils sûr. vont développer leur production. Ils vont devoir importer plus de soja. Donc, peu importe, mais les Européens finiront par devoir payer tout ce qu'ils comptaient avoir au travers des échanges, enfin, des accords de libre-échange à des prix raisonnables, sans droits de douane. En fait, on se trompe carrément. Notre priorité devrait être, comme les Chinois, comme les États-Unis, de protéger notre Bien agriculture, sûr. de travailler notre souveraineté alimentaire, notre autonomie protéique. Et je posais la question à une personne de la DG Trade récemment au niveau de Bruxelles. Je leur demande, est-ce que l'article 11, qui était dans le précédent règlement européen qui encadre tous les PSN, les plans stratégiques nationaux, lequel dit, vous allez pouvoir mettre des aides couplées pour les oléagineux, mais avec l'aval de l'Union européenne. Chacun des États membres devra remonter les surfaces pour s'assurer qu'on n'ait pas mis trop de cultures protéagineuses et oléagineuses en place pour pouvoir respecter nos accords avec les États-Unis. On m'a répondu, mais Madame Le Floch, bien sûr qu'on va respecter nos accords. Les États-Unis ne se privent pas de nous taxer et de rompre des accords. Ah oui, oui. Et nous, on devrait être les petits moutons. Ah ben Et non, nous, mais on va perdre les marchés céréaliers au profit des Russes parce que oui, justement l'Algérie veut rentrer dans les BRICS. bien sûr. Mais on n'est même pas en train de développer notre production, on est en train de se soumettre et on est en train de, eh bien, de s'effacer tout doucement.
Et je pense que beaucoup de céréaliers l'ont compris. Je vois des gens comme par exemple Sam, l'agriculteur indépendant, l'a compris, je pense, depuis quelques années. Euh, on s'est mêlé du conflit en Ukraine, hein, puisqu'on est rattaché à l'OTAN. Bon, et ben ça, on va le payer très cher. T'as vu, hein, les blés russes arrivent à 110, 115 euros sur les ports français. Comme tu l'as dit, eux, ils ont fait les BRICS, hein, Chine, Inde, Brésil, Venezuela, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Algérie, c'est la fin du pétrodollar. Donc l'Union européenne, comme le disent des économistes, aujourd'hui, excuse-moi, on va être pas trop poli, mais c'est la plus con du monde. Les Ah, tout à Européens sont les fait. plus cons du monde. Et quand on regarde la marge des Ukrainiens, 41 millions d'hectares, Oui, en terres arables, on doit être autour de 34 millions d'hectares. C'est beaucoup plus que la surface ouais, agricole utile de la plus que France, ça, plus que prairies ça. comprises. Donc, quel potentiel! Ah, Et on s'était amusé avec des collègues pour s'assurer qu'on ne se trompait pas. Si demain l'Ukraine était dans l'Europe, eh bien, c'est 11 milliards d'euros oui, d'aide de la PAC oui, qu'il pourrait prétendre. oui, Ça veut bien dire que tout ce qui nous est enlevé, à savoir les 87 milliards sur 7 ans, ça correspond exactement à ce que eux pourraient prétendre. bien sûr. Donc, comme on n'aura pas euh, la possibilité d'avoir les mêmes coûts de production, Non, bien, on sait très bien que ce sont des productions qu'on serait amené à renoncer. bien sûr. Ça veut Tout, dire qu'on était excédentaire avec une balance, c'était tout le temps hippie pourra. Et là encore, j'ai souvent alerté au nom de l'ACR qu'on peut avoir une balance commerciale positive, aller exporter sur les marchés mondiaux des céréales, mais c'est bien parce que aussi derrière nos céréales, on a touché de l'aide de la PAC. ah, Donc elle évidemment. profitait jusqu'à présent aux pays importateurs. Mais là où c'est plus grave, c'est que tu peux avoir des balances commerciales positives en céréales, mais quand elle est négative en produits transformés, comme les pâtes, moins 500 millions d'euros, en farine, ou aussi l'importation, c'est un paquet sur deux de farine dans nos grandes surfaces. Donc ça veut dire que on laisse les autres pays faire créer de la valeur. À un moment, on devrait se remettre en question. En pommes de terre, pareil, on est le premier pays exportateur mondial, mais on produit à base, en préparation à base de pommes de terre, les frites et les autres produits qui rentrent dans des poêlés, eh bien, on est négatif. À un moment, soit on réindustrialise notre pays, soit on y renonce. Et comme j'ai pu entendre ce matin, je crois que c'était Alain Souchon qui le disait, euh, on, on- on quitte la France, on va en Suisse. Enfin, je crois qu'on va tous quitter. Enfin, je ne sais pas de quoi on va vivre si on n'a plus d'agriculture et qu'on perd tous les emplois induits et toute l'économie. Et alors, la désinformation permanente, hein, on y est confronté, hein, tu connais ça par cœur. Je te voyais l'autre jour sur France Info, mais c'est pareil partout, c'est pas France Info, BFM, partout. Tu es entouré, quand c'est comme ça sur des plateaux, que des gens qui sont pro-européens avec la politique européenne de la Commission qui est catastrophique. Il faudrait revoir totalement ce fonctionnement. Hein, que des gens qui sont pro-mondialistes pour le libre-échange. Sur France Info, l'autre jour, tu étais complètement isolé et c'est des gens qui ne connaissent rien dans le fonctionnement agricole. Le libre-échange a détruit toutes les économies dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est des économistes, c'est des professeurs d'économie, c'est Étienne Chouard et tout ça. Je prendrai qu'un exemple. Dans l'industrie, tu sais que nos entreprises industrielles aujourd'hui qui fabriquent des pièces en France, on est 2 fois plus productifs que les Roumains. Simplement, la Mhm. Roumanie, les salaires sont 4 fois inférieurs. Donc, le libre-échange ne peut pas marcher. On le sait, Véronique. On va tous à l'abattoir. Tous à l'abattoir. Ah, mais c'est clair, je pourrais te parler d'un autre débat auquel j'ai participé la semaine dernière. Bien évidemment, nous parler du CETA et croire que, il n'a pas d'effet négatif. Donc, je citais encore l'acide peroxyacétique Oui, qui oui. est utilisé pour traiter les carcasses canadiennes avant qu'elles soient exportées, ce qui est interdit chez nous. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ces volumes ne sont pas respectés, ne sont pas atteints. Les 65 000 tonnes, le jour où l'EFSA aura accepté
et renoncer à interdire ce traitement, eh bien, les viandes viendront. Et comme Oui. c'est JBS et Tyson qui sont propriétaires de 85% des Ah ben abattoirs oui. au Canada, eh bien, c'est tapis rouge pour eux. On le voit bien dans les accords du Mercosur, on ne parle pas du porc. L'Europe est le premier continent exportateur de porc Oui. avec 4 400 000 tonnes. Oui. Là, c'est 25 000 tonnes qui rentreraient du Mercosur. Oui. L'Europe s'est toujours refusé d'importer de la viande de porc d'Amérique du Sud parce qu'on ne peut pas distinguer la viande de porc qui a été produite avec de la ractopamine et Tout à celle fait. qui n'en a pas fait usage. Mais là, on y renonce. Bien sûr. Donc, l'ostradiol, on a suspendu quelques importations de volailles parce qu'on a trouvé une trace, mais ça sera au petit bonheur la chance. Ça va rentrer et puis tout d'un coup, on va suspendre, mais les volumes seront quand même atteints. Enfin, Oui. on est ridicule. Le principe de précaution, tout le monde est prêt à l'accepter pour emmerder les Français pour Oui. produire, pour ne pas utiliser de l'acétamipride, par exemple. Tu les interroges sur les noisettes qui auront fait usage de ce produit d'ailleurs. Tu leur dis, ben oui, ton pot de Nutella, 90% de chances que ce soit des noisettes d'importation qui auront fait usage de cette molécule. Euh, et bien, ils vont l'acheter quand même. Et quand tu leur dis que l'acétamipride, c'est 2000 à 4000 fois moins toxique pour les abeilles et pour les milieux que l'imidaclopride qui est utilisé dans les colliers pour chiens, mais oui, ouais, mais j'en ai besoin de mon collier pour chien. Et donc le paysan, lui, devrait faire avec ses quatre doigts. Il est temps qu'il y ait une famine, il Ah est oui. temps qu'il y ait une vraie épidémie, des problèmes sanitaires qui seraient liés peut-être à ces produits d'importation pour que les gens se rendent compte. Ah, mais c'est vrai. Et puis là, ils deviendraient copains avec les paysans. Ils viendraient dans nos fermes. En fait, Et, t'as pas des pommes de terre, t'as pas un peu de volaille, t'as pas un peu de viande. On est pris pour des cons. et pourtant, la solution, on l'a, parce qu'on peut redévelopper le local bio et conventionnel à travers les projets alimentaires territoriaux. Tout ce qu'on peut faire en local, on peut le faire. En viande bovine, on peut être autonome. En mouton, on peut être autonome si on rémunère les gens correctement. Et tout ce qu'on va faire comme échanges internationaux, on peut le faire sur la base de la coopération avec quelques États. Et on n'a pas besoin de l'Union européenne pour signer les traités qu'on va faire, les quelques échanges qu'on va faire. On n'a pas besoin de l'Union européenne. Avant l'Union européenne, on le faisait et ça fonctionnait très bien. Et je voudrais rappeler aussi un mensonge qui est beaucoup, quand tu t'es retrouvé sur des plateaux, et c'est pas évident parce qu'il y a peu de temps de parole, ils disent, ils balancent à toi ou à d'autres. Hein. Oui, mais Madame Le Floch, si vous voulez, on est gagnant. Il y a des gagnants en agricole. Il y a les vins, les spiritueux. Ça permet d'exporter la viande, bon, Bigard, LDC, tout ça. Sauf que nous, on le sait, ça rapporte aux industriels. Le vin, attention le vin, je mets à part le champagne, le vin, ça rapporte à la coopérative, mais pas forcément aux viticulteurs. Personne ne le dit sur les plateaux, ça. Alors, on peut regarder justement pour les champagnes. L'accord du Mercosur n'est pas encore signé. Les exportations de bouteilles de champagne ont plus que doublé en quelques années, Oui, mais sans être inscrit dans les accords du Mercosur. bien sûr. Ça correspond à une demande. Par contre, on peut se dire, on va supprimer les droits de douane sur les vins européens qui vont vers ces pays du Mercosur, 27%. Ça devrait permettre plus d'importations. C'est possible. Mais eux ont aussi des vins à 2 euros la bouteille ou à 2 euros le litre au Chili. Ils vont Bien faire sûr. quoi? Ils vont dire, bah, si nous, on doit accepter les vins européens, bah, vous allez peut-être accepter les nôtres. Oui, Donc, on va finir, au final, par avoir l'effet boomerang. Maintenant, tu parles de tous ces industriels et des coopératives. Eh bien oui, je le dis souvent, les produits laitiers, là aussi, on nous dit, oui, vous allez être gagnant, vous allez exporter plus. Enfin, Lactalis n'a pas envie d'exporter plus vers les pays du Mercosur, ils sont déjà là-bas. Lactalis n'a qu'un seul objectif, c'est de multiplier par deux sa collecte et sa production là-bas. bien Par sûr. contre, peut-être un jour, Lactalis qui est là-bas exportera des produits qu'elle aura fait là-bas chez nous. C'est ça. Enfin, à un moment, il faut arrêter les grands groupes, JBS, Tyson, Marfrig. Enfin, JBS, ça doit être près de 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Alors Enfin, à un moment, JBS, je te coupe, c'est eux qui ont empêché, tu sais qu'au Canada, le père Trudeau,
le père de Mm. l'ancien Premier ministre, là, il a fait la gestion de l'offre, que nous, on revendique en France pour toutes les productions. Le groupe JBS a empêché que ça se fasse en viande à l'époque, hein. JBS, Tout à fait. c'est une puissance de feu phénoménale là-bas. Mais je pourrais sortir des articles où ils sont quand même condamnés pour fraude Ah dans oui, tout le système de la viande. Donc là aussi, si on veut agir et échanger avec des mafieux, mais il n'y a pas mieux que ces accords de libre-échange. bien Euh, sûr. Tereos, Tereos, il y a déjà cette usine en Amérique du Sud. Eh bien, peut-être qu'on fermera encore une de plus en France ou ailleurs. Mais dans tous les cas, et c'est là que c'est pas logique, on va permettre à ce sucre, 180 000 tonnes, de venir sans taxe en Europe. Et d'un autre côté, chez nous en France, le sucre, tous les produits sucrés vont être taxés Oui, si c'est inscrit dans le projet de loi de finances. oui, Donc, si on veut pas de sucre, déjà, on arrête de l'importer ou on fait en sorte qu'il soit taxé. oui. Donc, on ne supprime pas les taxes. Non? Enfin, à un moment, y a rien, y a rien de cohérent dans leur raisonnement. C'est ce que j'ai dit aussi lors du dernier débat. Macron nous disait, vous allez pouvoir produire plus et on va protéger l'agriculture. Mais c'est l'inverse. C'est On est l'inverse. finalement en train de nous dire, on n'a pas besoin de vos productions, ça viendra d'ailleurs. Donc, on ne va pas vous protéger. Les seuls à protéger leur agriculture, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est le Brésil. Enfin, eux, ne respectent pas du tout les accords de Non, l'OMC. bien sûr que non. Bien sûr que non. Et là, on détruit l'agriculture, hein, on est moins de 400 000. Les difficultés, on les voit, nous, à travers le SAMU, elles sont toujours là, hein, dans les fermes, hein. Les céréaliers, alors avant, il y avait plus des éleveurs, maintenant, il y a les viticulteurs, les céréaliers. Et en fait, on va détruire notre emploi, hein. On va détruire la valeur de la maison France, hein, du produit intérieur brut de la France, parce qu'on va plus rien produire. On a perdu notre industrie, on va perdre notre agriculture, notre savoir-faire. Et puis tu vois les friches, hein, tu en as peut-être un peu moins chez toi, quoique si tu regardes en Bretagne, tu vas en trouver, il y a des friches partout, hein. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'un des leviers sur lesquels on s'est remis à potasser, c'est la TVA sociale. La Ouais. TVA sociale, si elle existait, nos agriculteurs ne seraient pas rattrapés par toutes ces charges sociales. Il y a quand même Sur des les cas, produits qui viennent de l'extérieur. mais pas forcément. Tu aurais un système où on ferait une expérience sur nos exploitations et sur éventuellement élargi à l'agroalimentaire. Oui, Du coup, nos produits sortis ferme pourraient être légèrement inférieurs. oui, Hum, Parce qu'on n'a pas de charge patronale. Bon, on va dire que ça reste à l'équivalent parce qu'on a un rattrapage à faire. Par contre, sortie usine, il serait moins cher si tu enlèves toutes les charges patronales. Tu oui, considères que les charges salariales, elles vont pour des augmentations de salaire. Les oui, produits sont moins chers, donc à partir de ce moment-là, tu peux mettre en place la TVA sociale sur tous les produits alimentaires commercialisés. Donc les produits français ne seraient pas plus chers, par contre les produits d'importation seraient plus chers. oui, c'est cela que Mais tu taxes. là où on arrange des agriculteurs, là je vois, toi comme moi, on a affaire à des agriculteurs en difficulté toutes les semaines. Quand tu as quelqu'un qui a sa ferme, qui va être liquidée et qui est rattrapé là par 70 000 euros de MSA entre lui et sa mère parce qu'ils sont en GAEC, tu te dis, il y a un problème. Quand tu vois qu'on te calcule des charges sociales sur un revenu que tu n'as pas parce que tu n'as pas la trésorerie, pourquoi? Parce que tu as un plan en place, parce que tu rembourses du capital de prêt en face duquel il n'y a pas d'objet, donc pas d'amortissement. Eh bien, tout ça, la CR est la seule à le demander, que le capital des prêts de restructuration, qu'il s'agisse d'une structuration hors ou au travers d'un plan, devrait être considéré comme une charge exceptionnelle, mais qui impacte de façon négative ton résultat final. Ben là, Donc, au moins, si tu pour veux, les impôts, mais aussi. personne n'en parle parce que bon, c'est le Mercosur, tu vois bien comment sont les politiques, hein, tout le monde nous balade dans tous les sens, mais il faudrait totalement revoir le modèle fiscal. Le modèle fiscal agricole, on est imposé sur un bénéfice d'entreprise qui n'est pas notre salaire. Ça, tu le sais, on va pas s'étendre là-dessus. Donc les gens payent de la MSA, mais en réalité, ils ne devraient pas payer cette MSA
sur le bénéfice d'entreprise, c'est pas leur salaire. Alors, il y a possibilité de faire de Et l'optimisation. Il y a des possibilités, il y a des leviers optimisation fiscale, mais aucun, sans pratiquement personne dans les centres de gestion ni les chambres d'agriculture, d'ailleurs, c'était le boulot de la FNSEA et des chambres d'agriculture, personne n'a fait ce travail. Personne n'a fait ce travail. Là, et, et, et justement, tu vois, quand on parle des prix, pas des primes, quand on est obligé d'accompagner certains secteurs de l'agriculture, bien sûr, on ne va pas cracher dessus. non, Et là où j'ai pu être mal comprise, c'est quand j'ai pu parler de l'ICHN. Pour moi, l'ICHN et d'autres aides viennent gonfler artificiellement le résultat des oui, exploitations. tout à fait. Ah, et donc, elles rentrent dans la base de calcul pour nos impôts et notre MSA. Ah bah oui. Tu la transformerais comme le crédit d'impôt bio, le crédit d'impôt glyphosate qui est Oui, supprimé aujourd'hui, en un crédit d'impôt, eh bien, on aurait du coup un résultat de ces fermes qui sont situées en zone intermédiaire ou en zone de montagne qui serait rabaissé et qui serait davantage le reflet de la réalité ah bah tout à pour fait. Bah aller oui, chercher de meilleurs prix. t'échappes aux 43% de la MSA. Donc, il y a un vrai souci. Mais là où je voudrais revenir sur la TVA sociale au-delà de nos fermes et dans l'agroalimentaire et peut-être dans certains groupes qui peuvent approvisionner nos fermes, comme par exemple, euh, je ne citerai pas le domaine de production, mais c'est quand même une entreprise qui intervient, si je peux le citer quand même, qui produit des poussins pour alimenter le marché français à hauteur de 35%. Aujourd'hui, cette entreprise est passée sous des capitaux belges et danois. Parce que eux avaient la possibilité d'investir dans les sites de production des œufs à couver à hauteur de 18 millions d'euros. Tu prends cette entreprise dans laquelle il y a 360 salariés. Tu as une bonne partie au SMIC. Donc, j'ai fait un calcul sur le SMIC. Il n'y a pas grand-chose à gagner Non. en charge patronale. 80 euros, enfin, tu mets 1000 euros par an par salarié. Mais sur une autre partie, tu as quand même toutes les charges patronales. Et j'arrivais pour cette entreprise à hauteur de un peu plus d'1 million d'euros par an. Eh bien, cette entreprise, si elle avait cet effort qui était fait, 1 million d'euros d'économie de charges sociales par an, c'était la possibilité de garder l'outil sous le giron de la France, de Oui, capitaux français. bien sûr. Et donc, à un moment, je me rappelle d'un rapport, c'était du Césaire de la Bretagne, il date de 2013, mais justement, ce rapport disait que 42% des capitaux des industries agroalimentaires bretons étaient détenus par des étrangers. Donc, Oui, c'est tout ça qu'il faut revoir parce que 42% en 2013, aujourd'hui, j'ose même pas imaginer, peut-être qu'on est au-delà des 50%. Et un jour, en fait, toute notre industrie aura échappé à des industriels bretons, français, bien sûr. qui auront été à l'origine de beaux projets et finalement, on aura tout perdu. Et ça colle pas. Oui. Donc, il faut vraiment inverser la tendance pour que demain, en France, on ait aussi de la production, de la transformation. En fait, il faut qu'on arrête les montages au niveau des coopératives. Elles sont devenues de véritables multinationales et donc elles ont toutes, ou elles sont pour les plus grosses en train de se constituer avec des holdings, lesquels détiennent les filiales privées et qui versent des dividendes, mais lesquels restent bloqués au niveau de la holding. Donc il faut à tout prix que nous, agriculteurs, pour défendre ce superbe modèle de coopérative, eh bien, on puisse faire comme en Irlande, où la coopérative Kerry, qui a aussi une holding qui porte le même nom, eh bien, cette holding a donné chacune des parts détenues dans les filiales à ses coopérateurs. Et désormais, les coopérateurs touchent directement les dividendes. Et quand ils partent en retraite, soit ils restent actionnaires dans ces filiales, soit ils vendent les actions et ils récupèrent le capital. Nous, dans nos coopératives, on laisse souvent plus de la moitié du résultat en réserve et Oui. souvent cet argent-là
eh bien, il sert uniquement pour le développement dans des filiales privées C'est et ça, pas au niveau de la COP. c'est Donc ça, là-dessus, le modèle irlandais, il faut qu'on s'en inspire bien sûr. et ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit un petit peu avant, sur l'organisation, les PAT et tout ça. Oui, Bien sûr, tout le monde est d'accord pour faire des PAT, des projets alimentaires territoriaux, c'est ça. oui. Sauf que aujourd'hui, ils sont aussi très chronophages. Il y a beaucoup de réunions, on implique la société. Je ne sais pas quand finalement on travaille. Enfin, nous, les agriculteurs, on travaille, mais on voit beaucoup de gens en réunion. Et les PAT aussi font l'objet quand même de beaucoup de concertations et le résultat, il tarde à venir. Bah, Eh c'est les bien chambres là, d'agriculture, c'est les chambres d'agriculture qui mettent la main dessus, tu le sais. ben justement, mais pourquoi en est-on arrivé là? Ben parce que nos coopératives, à un moment, n'ont pas fait le boulot. Bien Nos sûr, coopératives auraient dû faire et être ces partenaires pour bien sûr. l'alimentation de nos territoires. Bah, bien sûr. Et c'est pas que nos coopératives, hein, mais bien entendu que pour garder ces emplois sur le territoire, cette transformation sur le territoire, avec une matière première qui vienne de nos territoires, il y avait une priorité à alimenter nos territoires. Bah, évidemment. Et là, je suis persuadée, mais j'ai plus mes enfants dans les petites écoles, mais j'ose espérer quand même que les yaourts et qu'on est de retour à une source d'approvisionnement bien plus locale. Mais à un moment, c'était le pas cher. Donc, Malheureusement non, dans les PAT. Alors, il y a un travail à faire dans les PAT, mais il faut que chaque agriculteur s'engage. C'est pas nous qui allons tout faire, hein. Tu sais bien, localement, c'est aux gens de s'engager. Et ce que tu as dit sur l'exemple irlandais est un bon exemple, parce que rappelle-toi, avec les époques, l'appli avec Pascal Massol, c'est là, avec Jacques Fouillet et d'autres, hein, qu'on avait mis le doigt sur Unigrain, hein, le fonds d'investissement Unigrain, FNSEA, hein, qui avait d'ailleurs été attaqué par la coordination rurale. Il y a longtemps, il y avait eu un procès, Fonds Unigrain, Avril et Invivo. Et ça, c'est une plaque tournante incontournable du schéma agricole qui est en lien avec nos politiques. Faut pas dire avec Macron, nos politiques. ben, tout à fait, tu te souviens du rapport parlementaire dont Stéphane Travert était un Oui. des co-auteurs, donc février 2022. Pour moi, c'était le début d'un travail qui devait aboutir à une loi sur les coopératives. Mais Oui. non, dans ce rapport, il manquait l'essentiel. Il manquait la possibilité pour nos agriculteurs de récupérer facilement leur part sociale. Enfin, il manquait franchement beaucoup de choses. Donc, oui, nos coopératives, il y a encore beaucoup à faire. Nos politiques, malheureusement, considèrent que le modèle, il est très bien et que, comme il appartient aux agriculteurs, eh bien, c'est à nous de nous en occuper. Oui, puis En gros, c'est ça. comme notre ami Dominique Chargé a dit partout dans les réunions que c'était un prolongement de l'exploitation et que ça fonctionnait bien, bah, ma foi, ils ont écouté Dominique Chargé. Voilà. Eh ben, tout à fait. Donc, mais oui, mais les coopératives, tu parlais d'Invivo, et c'est là que tous ceux qui prônent le modèle FNSEA, le modèle mondialiste, le modèle sous soumission, donc une dépendance à l'Europe, une dépendance aux industriels, une dépendance demain à la finance, eh bien, accepter ce modèle, c'est ne pas se rendre compte que le véritable combat, c'est celui des prix pour avoir une rentabilité, pour installer des jeunes. Ah oui, Et c'est demain accepter qu'on n'aura pas forcément de repreneurs. tout Et à si on fait. n'a pas de repreneur et qu'on est un peu dans l'esprit que tu es, que je suis, donc d'indépendance et de ne pas donner nos outils, eh bien, on se dira, ben, j'ai l'âge d'aller en retraite, mais je ne peux pas y aller. Et puis, finalement, eh ben, je vais aller voir InVivo. Et puis, InVivo, avec ses contrats en régie, je vais Oui. cocher. Et puis, InVivo fera le travail. Et puis, fin d'année, je paierai InVivo. Et puis, les premières années, il restera quelque chose. Et à la fin, j'aurai plus de charges que de produits, surtout les années où il y aura des aléas. On me dira, c'est pas de chance, quoi. Sauf que quand ça va se répéter, eh bien, InVivo aura mis la main sur nos fermes. Oui. Donc, c'est ça le danger. Ce système n'est pas un système d'avenir. Le seul, c'est celui sur lequel
on peut espérer avoir une rentabilité et qui soit en lien avec l'évolution des prix, avec l'évolution des charges pour justement évoluer. Il faut arrêter de prendre des moyennes. Nos jeunes devraient servir de base pour se dire, si nos jeunes passent, tout le monde passera. Ils Voilà. ont droit d'avoir leur projet, ils ont droit de payer leur reprise. Et nous, les plus anciens ou ceux qui partiront Oui. bientôt, peut-être plus tard qu'on l'espère, mais eh bien aussi, à un moment, on a le droit de gagner notre vie. Toi comme moi, combien d'agriculteurs on n'entend pas dire qu'ils vont finir leur carrière comme ils l'ont démarré, avec presque rien? C'est pour ça qu'on se bat en permanence, on voit plein de conneries passer, que ce soit sur les réseaux ou dans les journaux. Les gens ne parlent jamais avec coût de production. Il faut toujours, toujours parler avec coût de production et rémunération et remplacement. On devrait avoir l'assurance l'homme clé. C'est pas normal qu'on ait 30 euros quand on est opéré de la MSA. C'est un scandale. Et ce que je vois, moi, que j'avais pas vu avant, dans les décennies avant, il y a un truc que je vais le dire dans plusieurs vidéos prochainement, c'est qu'on voit des agriculteurs, c'était pas le cas de nos parents, de nos grands-parents, on voit des agriculteurs qui vont pas aller au bout et qui arrivent à l'approche de la soixantaine, ils sont usés. Mais quand je dis usés, Hmm. ils sont usés mentalement, ils sont opérés des épaules, ils sont opérés du dos, ils sont... Pourquoi? Parce qu'on a fait des gains de productivité, on a grossi nos exploitations et la charge de travail et la charge mentale est tellement importante que les gens, ils pètent les plombs, ça tient plus. C'est pour ça que tu vois, on a passé les élections MSA. Là-dessus aussi, j'avais fait tout un travail de recherche pour dire que les 30 euros dont tu parles, avant Oui, CSG, hein, et c'est pas le même montant encore les premiers jours, non, eh bien, il n'est pas à la hauteur. mais non. Ce n'est pas le montant qui est écrit dans les textes. Dans les textes qui encadrent tout ce qui est assurance maladie, c'est 53 euros pour une maladie, 53 euros journalier. C'est le Oui, montant pour nos salariés agricoles. Pourquoi nous, on n'aurait pas le même montant? Pour un accident, c'est 211 euros à 300 euros. oui. Pourquoi nous, pour un accident, on n'aurait pas ce montant-là? Pour une maternité, une femme doit avoir entre 50 et 60 euros en agriculture. Le montant dans les textes, il dépasse les 100 euros. Mais franchement, pourquoi on ne se bat pas pour avoir une équité avec ceux des autres secteurs d'activité? Et Alors en là, plus, on travaille je beaucoup plus. Donc, je comprends pas la FNSEA qui est dans toutes les commissions depuis l'après-guerre. Ils ont fait des choses, ils n'ont pas fait forcément que des mauvaises choses après la guerre, mais après, ils ont parti dans la dérive à partir des années 60. Mais là, sur ces sujets-là, ils sont absents, aux abonnés absents. ah non, mais ça, c'est totalement évident. Si rien n'est fait d'un point de vue social, je pense que beaucoup d'agriculteurs vont s'effacer en silence dans leurs Oui, fermes oui. et puis après, on va parler de troupeaux abandonnés, mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Ah Parce que oui, non, mais on est. nous, sur la maltraitance, on en a, moi j'en connais, on en a eu hein, des élevages où ça part en cacahuète dans les bovins, mais nous, la cause, on la connaît. C'est pas l'éleveur qui soigne plus ses bêtes, c'est venu par des raisons économiques. Et la personne, homme ou femme, il tombe en dépression. À partir du moment qu'il tombe en dépression parce qu'il a plus les moyens de nourrir son troupeau, bah, le troupeau part à maigrir. Et là, il y a des gens qui disent, oh là là, vous vous rendez compte, les paysans, vous avez vu. Mais non, faut remonter à la source. Si le gars, il avait gagné sa vie, jamais il aurait laissé ses animaux comme ça. Jamais. C'est pour ça que tu vois, on a souvent la MSA et puis aussi au niveau du ministère, ils voudraient emmener des personnes pour accompagner, soi-disant, des jeunes en mal-être. Oui, Moi, je les ai vus venir. Je leur ai dit, c'est pas ça qu'on veut. De toute manière, ils sont pas suicidaires. Le problème là venait, par exemple, des ondes électromagnétiques. Mais ce oui, que je leur expliquais, les jeunes, quand ils ont un problème, la première fois, ils vont se relever, ils sont costauds, c'est bon. oui. Une deuxième fois, c'est pareil. Mais quand tu as passé la cinquantaine et que ça te retombe dessus, imagine la DNC ou tout ça. Non, mais attends, quand je repense qu'à la veille du premier CNOPSAV, où il a été décidé l'abattage total, Oui. que j'avais emmené à la ministre et à ses services tous les textes européens surlignés, des passages mis en rouge, comme quoi l'abattage total n'était pas obligatoire, puisque dans le même article 12, 1, on avait l'abattage total, le point A, et dans le point 4b, on avait l'abattage des animaux uniquement gravement malades,
si on mettait en place des zones réglementées et la vaccination suivant l'article 69. Tout ça, on l'a dit. Tout ça nous a conduit au procès qu'on a mené, Bien sûr. jusqu'à perdre au Conseil d'État parce que, eh bien, dans les textes, les deux possibilités étaient permises. Donc, on nous a dit, donc circuler, il n'y a rien à voir. On n'a pas trop mis en avant le, la victoire au Conseil d'État de l'Italie le 25 juillet, qui, eux, ont permis de ne, ça leur a permis de ne plus avoir d'abattage total. On n'a C'est pas ça. vu pension de la maladie, la FNSEA n'en parle pas non plus, mais je pense qu'il faut quand même que les gens le sachent, parce que je pense que c'est surtout des agriculteurs qui écoutent les vidéos. On ne l'a pas dit parce que la victoire des Italiens vient du fait que dans leur constitution, le bien-être animal y est inscrit. Donc nous, c'est pour nous le risque de voir le bien-être animal être inscrit dans la constitution française, alors même qu'il faudrait déjà mettre le bien-être des agriculteurs, Des éleveurs. des éleveurs, des agriculteurs. Mais pour nous, à l'ACR, c'est surtout obtenir une charte de l'agriculture qui serait, elle, inscrite au niveau de la Constitution et qui viendrait à égalité avec la charte de l'environnement, pour qu'à Oui. un moment, on puisse autant produire que respecter l'environnement. Mais ça, on le fait de toute manière. De toute façon, si on respecte pas les paysans, le paysan, les éleveurs, ils tiennent pas. Il faut que le paysan, il soit rémunéré, il soit respecté. Ils ont été bien timides, le Copa-Cogeca, au niveau européen. Le Copa-Cogeca, on les a pas entendus beaucoup là-dessus, sur l'abattage total. Ils ont été bien timides. C'est ça. Et, mais juste sur ouais, le compas Cogeca, eh bien, ils sont dans cette mouvance de la mondialisation. Ils sont justement dans la théorie ben, que le meilleur gagne. Sauf que il y a toujours, quand on voit les stats, même en France, dans les fermes qui disparaissent, il y a quand même jusqu'à 20% qui sont des grosses exploitations. Donc ça, c'est compliqué. Donc oui, on doit continuer le combat. Et là, je pense que nous, agriculteurs, on n'agit pas suffisamment au niveau du Quai d'Orsay. Et c'est la dernière réflexion que j'ai menée pour justement aller rencontrer les ministres des Affaires étrangères, donc Oui, Jean-Noël Barrot, oui. mais aussi Abad pour les affaires européennes ou encore euh, euh, Fortissimi pour le commerce extérieur. Parce que justement, j'ai l'impression qu'on y est absent, ou alors c'est la FNSEA qui y est et qui valide tous ces accords internationaux. Mais dans tous les cas, c'est la prochaine étape si l'on veut dire que l'agriculture ne doit pas être dans ces accords et qu'on doit protéger les agriculteurs et nous permettre de produire. Moi, je Donc suis voilà en d'accord. gros. Moi, je suis d'accord, c'est la prochaine étape qu'il faut que tu franchisses, parce que ça concerne le ministre des Affaires étrangères, l'agriculture, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est la santé, et c'est la paix entre les États, l'alimentation. Attention, hein. Tout à fait. Et c'est ce que Macron avait dit, c'était on ne pouvait pas déléguer notre alimentation et pour autant, il fait tout l'inverse. Donc voilà, on comprend le mécontentement de plus en plus de Voilà. gens Donc, et pas que des agriculteurs. les Américains appellent ça l'arme alimentaire. Bon, voilà, Ah ben, tout à fait. Ils ont quand même la loi qui s'appelle la Food Law, donc tout est inscrit. bien sûr. Mais Ben, ouais, les écoute, problèmes. écoute, sur ça, c'est ton mot de la fin, Véronique? C'est mon mot de la fin. En tout cas, merci à toi pour tout ce que tu fais. Je pense que tu es un très bon relais et c'est tous unis ou toutes les forces additionnées et tous les messages passés qui font que on va tous se dire que on doit tous faire un petit peu pour y arriver. Eh ben, écoute, En tout cas, merci. merci à toi et à bientôt. À bientôt. À Bonne bientôt. journée. Au Salut. revoir. Merci.